Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. J'étais en transe limite parce qu'en fait j'ai commencé le rugby à Rouen, j'ai joué dans d'autres clubs mais j'ai quand même joué 16 années de ma vie à Rouen et en fait j'ai progressé avec le club. On était en Fédéral 3, en Fédéral 2, en Fédéral 1, là on monte en Pro D2 et en fait c'était une grande fierté dans le sens où j'ai participé à l'évolution du club. Je suis sur le terrain quand le club monte en Pro D2, une montée historique, c'était la première fois que le club montait en Pro D2. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille. C'est surtout une grande histoire de vivre ensemble. Tribune et Podium est fier d'être partenaire des Eurogames, le festival européen du sport inclusif et de la diversité. L'événement se tiendra à Lyon du 23 au 26 juillet et pour l'occasion, je reçois l'un des ambassadeurs de l'événement. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Aujourd'hui, nous partons au cœur de la mêlée avec Jérémy Clamier-Droux. Il a évolué en Pro D2 avec Rouen, son club fétiche. Mais on peut dire que c'est pas vraiment pour ça qu'il est célèbre, puisque en 2021, il devient le premier Français joueur professionnel de rugby à parler de son homosexualité. Dans cet épisode, il raconte la montée en D2, un événement marquant dans sa carrière de rugbyman, à la fois pour lui, mais aussi évidemment pour l'équipe. Puis il parle aussi de l'homosexualité dans le sport, la nécessité d'en parler publiquement pour éviter les drames, et pourquoi pas aussi permettre aux jeunes qui doutent de s'identifier. Alors je te souhaite une très bonne écoute avec Jérémy Clamier-Droux, et ensemble, vibrons plus fort. La première fois que j'entends parler de mon invité du jour, c'était il y a 1 an. Je vois qu'il est le fier ambassadeur d'un événement international multisport et inclusif à Lyon, les Eurogames. Alors, je l'ai jamais vu sur les terrains, mais je sais qu'on partage les mêmes valeurs, le sport, pour toutes et tous, dans un cadre safe. Et 3 jours avant qu'on fasse cet enregistrement, le monde du rugby est une nouvelle fois mis en cause. Mediapart dévoile une enquête accusant le directeur sportif du Stade français de propos sexistes et lesbophobes, sans oublier ces joueurs de foot qui ont refusé de jouer le dernier match de la saison pour ne pas avoir à porter le maillot avec le drapeau LGBT. On aimerait un monde où les membres de la communauté LGBTQIA+, peuvent vivre en paix, mais malheureusement, le chemin est encore long. Et heureusement, certains prennent la parole et luttent avec fierté. C'est le cas de Jérémy Clamier-Droux, le premier rugbyman français professionnel à parler de son homosexualité. Il est aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Jérémy. Bonjour Solène. C'est un peu lourd comme introduction, mais c'est la réalité. Lourde, mais elle est claire, elle est bien. L'épisode de Mediapart a été diffusé le 16 mai et le 17, c'était la journée internationale de lutte contre l'homophobie et transphobie et biphobie. Donc moi, je me suis permis de partager justement ce documentaire le 17 pour montrer que c'est encore compliqué parfois. On a l'impression que parfois ça va mieux et en fait exactement, le chemin est long. C'est un peu comme le Madison ou le Kuduro selon votre préférence musicale. Mais voilà, on fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière et c'est dommage. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, raconte-moi un petit peu déjà qui tu es. Si tu peux nous le faire sans parler de sport pour commencer, c'est un sacré challenge. Donc Jérémy Clamier-Droux, actuellement 34 ans, le fils de Jean-Claude et Josiane, 2 Antillais qui sont venus en France pour avoir une meilleure situation professionnelle. Ils ont eu 6 enfants, je suis arrivé en 4e position. On a grandi dans un milieu très populaire. Et voilà, j'ai fait pas mal d'écoles privées parce que mes parents ont voulu nous donner un peu plus de chance au niveau de notre éducation. Après, je suis parti en centre de formation à l'âge de 16 ans, donc j'ai quitté un peu ma petite ville natale de Rouen pour rejoindre Paris. Et je suis revenu à l'âge de 22 ans à Rouen pour continuer mon activité professionnelle que je ne citerai pas maintenant. Et après, il y a eu des hauts et des bas dans la vie, mais tout s'est très très bien passé. Et maintenant, je stoppe le sport et je vais bientôt rejoindre notre vie professionnelle sans un ballon ovale. Voilà, donc le ballon ovale, justement, toi t'es rugbyman, enfin tu le seras toujours, même si là tu mets un terme à ta carrière. C'était logique pour toi de faire du sport quand t'étais petit ? Oui, c'était logique. En fait,
pour rien vous cacher, on était 6 enfants à la maison. Mon père travaille de nuit, donc en fait, il était routier. Donc le soir, pour que ma mère puisse avoir la paix, elle nous mettait au sport. Donc le mardi et Quelle le stratégie. jeudi, on était tous à la natation. Donc quand on rentrait, devoir, on mange et dodo. Et le mercredi et le samedi, on avait aussi une autre activité, un autre sport. Donc dans la famille, on est tous sportifs, on a tous fait du sport. Mes grands frères et grandes sœurs ont commencé par le basket. Bon, moi, vu que je mangeais un peu plus qu'eux, donc je suis pas resté longtemps au basket. Pareil, au foot, j'ai dû faire 3 mois comme licencié au foot. J'étais dans les cages. Et après, il y a eu une Coupe du Monde en 99, si ma mémoire est bonne. Et mon père l'a regardé et a dit, ah, bah, tiens, mon fils, il irait bien faire un peu de rugby. T'avais la Donc, bonne carrure. Voilà. Donc, il m'a mis au rugby comme ça en 99. Tu te rappelles de ton premier entraînement, ce que t'as ressenti quand t'es arrivé sur ce terrain Eh ben, j'étais le seul noir, j'avais peur, j'avais pas le bon équipement. Et j'ai rien compris aux règles. Je comprenais pas. Pourquoi on avance en envoyant Oui, le ballon c'est en ça. arrière? Limite, j'avais peur du contact. Je peux le dire honnêtement avec un peu de recul. Et après, au fur et à mesure, je me suis accroché, je me suis lié d'amitié avec les garçons et les bénévoles, parce qu'aussi on parle pas assez des bénévoles et des entraîneurs, des personnes qui gèrent un club. C'est des personnes adorables. Donc, elles permettent de fédérer aussi tout l'écosystème qu'il y a autour du sport. Donc voilà, je me suis lié d'amitié avec toutes ces belles personnes. Je continue à faire du rugby, j'ai progressé. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis amoureux du rugby. Et j'ai plus peur du contact. Tu dis que t'as eu peur, mais tu dis aussi que t'étais le seul noir sur le terrain. Ça avait vraiment un impact sur toi, le petit Jérémy qui découvre le rugby? Mais en fait, comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une cité. Et dans ma cité, tout le monde faisait du foot, de la boxe ou du basket. Moi, j'étais le seul à ne pas être dans l'école avec eux, vu que j'étais en privé, en centre-ville. En plus Donc de t'étais ça, déjà différent. la minorité, hein, on va pas La se mentir. Exactement. En plus de ça, je me mets à faire du rugby, donc du coup, le seul du quartier à faire du rugby, donc je descendais en bus, j'avais une demi-heure de transport pour aller sur le terrain de Rouen, et à Rouen, même si que le terrain était sur la rive gauche, une rive un peu plus populaire que la rive droite à Rouen, et ben c'était que des petits blancs, des qui Des faisaient du bourgeois, rugby. t'as le droit de dire. Un peu, oui, pour le coup, ils avaient une situation familiale beaucoup plus aisée que la mienne. Des Constant de la Bastide-Duce, des Jean Martin, des petites mèches, sans Des rentrer noms dans à les particules. sans rentrer dans les caricatures. Mais bon, c'est pas grave. Ces personnes-là sont vite devenues mes amis. Ils m'ont permis aussi de découvrir un autre univers que l'univers que j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Et grâce au rugby et grâce à ces gens-là, je suis toujours resté une personne droite, correcte, respectueuse, et j'ai pas pris un mauvais chemin. Donc, je dis merci au rugby et merci à toutes les personnes qui sont autour de ce sport. Bah, c'est vrai que le rugby, c'est vraiment réputé pour être un sport où le respect a une valeur qui Exactement. prône. Et donc, Les valeurs du rugby, oui, c'est sûr, le respect, la fraternité, le partage, la solidarité, le vivre ensemble, même le respect. Donc, commencer par dire bonjour au chauffeur de car ou bonjour au gardien dans un stade quand on va jouer à l'extérieur, ou tout simplement quand on se lève après avoir mangé, remettre sa chaise ou débarrasser les couverts. Ça, c'est quelque chose qui se perd parfois dans certains clubs, dans certains sports. Et au rugby, bah, c'est la base, c'est la base. Et puis même si quand j'ai été pro pendant plusieurs années, à la fin de chaque repas, bah, il y en a toujours un qui devait nettoyer la table. Et c'est normal, je trouve, et faut pas que ça se perde. Ouais, c'est la vie en communauté aussi. C'est ça. Tu dis que t'es vite tombé amoureux du rugby et que ça t'a fait rêver. T'as des noms de professionnels qui te faisaient rêver justement quand t'étais petit et tu te disais oh, un jour je vais être comme lui. Exactement. Et en plus, cette histoire est encore plus belle parce que mon idole, c'était Serge Betsen. Monsieur Betsen. Et noir, je pense qu'il est camerounais. Il a longtemps joué au Biarritz Olympique, a été plusieurs fois champion de France. Il a eu beaucoup de sélections en équipe de France. On l'appelait le sécateur parce qu'il adorait plaquer et il le faisait plutôt très très bien. Dans mon adolescence, j'étais en cours avec l'une de ses nièces. Donc c'est comme ça que j'ai eu le premier contact indirect avec lui avec des autographes. Et puis d'ailleurs, je me rappelle quand je me comportais un peu mal, elle me disait j'ai l'autographe de mon oncle à la maison, si tu te tiens pas bien, je te le donne pas. C'était le chantage ultime. Donc voilà. Et ça a marché, j'en ai quand même eu 3. Et surtout, quelques années après, Rouen recrute un entraîneur de la défense et c'est Monsieur Serge Betsen. Donc c'était énorme parce qu'en fait, bah, j'avais mon idole en face de moi, mais en tant qu'entraîneur, donc pendant à peu près 3 semaines, j'ai eu du mal à le tutoyer. et puis maintenant, bah,
On s'appelle régulièrement. Quand je descends au Pays Basque, je le vois souvent. Et puis, on est souvent on est souvent invité au Stade de France pour des manifestations. Et ça reste une personne que je respecte énormément, que j'ai aimé côtoyer. C'est étrange de rencontrer ses idoles, ça arrive pas souvent. C'est ça. Et surtout là, je le voyais tous les jours. Donc, il est déjà venu chez moi, chez mes parents. Bon, ça, on peut le dire. Il est déjà venu manger chez mes parents, tout ça. Ma mère l'a déjà coiffé une fois parce qu'il aime bien faire des tresses couchées. Bon, voilà, c'est cool. Est-ce que tu te souviens de ta première compétition? Vaguement, une première compétition. Alors, c'était un tournoi de rugby avec les équipes jeunes, vaguement. Mais par contre, je me souviens de mon premier essai. Premier essai, il y avait un ruck, je suis pas d'une mêlée, mais je prends le ballon et je déborde sur un extérieur. Bon, je vous cache pas que la ligne d'en but était pas très très loin parce que je suis pas le mec le plus rapide. Mais bon, quand même. Et chacun son rôle, hein. Et chacun son rôle, merci. et j'ai marqué et j'étais content, j'ai couru pour pas me faire rattraper parce qu'à l'époque, oui, comme je vous dis tout à l'heure, j'avais un peu peur du contact, donc fallait pas qu'on me rattrape. Et j'ai marqué, j'étais content, j'ai ressenti une fierté en moi et ça m'a donné encore plus confiance en moi et à continuer le rugby et après on a aussi utilisé un peu mon gabarit pour faire le travail de l'ombre en tant que pilier et percuter, avancer, enfin bref, mais vraiment beaucoup de bons souvenirs dans mes écoles de rugby. T'as dit que tu avais peur du contact, mais c'est le principe même du rugby, c'est un sport de contact. Comment est-ce que ça vient finalement ce truc de ok, je vais plus avoir peur qu'on me plaque, je vais plus avoir peur de plaquer, de me fracasser la tête. Non, c'est une appréhension qu'on a au début. Après, c'est plus on s'exerce, moins il y a cette appréhension. Savoir bien tomber. Le rugby, c'est un sport de combat, mais c'est aussi un sport d'évitement. Comme je dis à mon tour, parce que j'étais éducateur longtemps, là c'est plus simple de rentrer par la porte que par le mur. Donc du coup, un mec qui est devant nous, un tronc, un arbre, c'est plus simple de viser les branches que viser le tronc, si tu veux passer. Donc en fait, on essaye plus de s'éviter, mais bon, il y a toujours du contact et il y aura toujours du contact dans le rugby. Et après, ce contact, faut savoir l'utiliser, utiliser la force de l'autre. On se prépare aussi toute la semaine pour pouvoir faire le match dans les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau du cardio, de la musculation. Et puis voilà, mais maintenant, j'adore le contact, c'est un plaisir. Et puis même parfois, je suis un peu maso sur les bords quand on faisait des exercices de défense. Viens. Je t'attends. C'est ça. Tu dis que que t'es amoureux de ce sport, t'aimes autant le pratiquer que le regarder? C'est faux, dans le sens où j'ai été dans un écosystème rugby pro pendant plusieurs années, depuis l'âge de 16 ans, entre le centre de formation, les premiers contrats pro, être en coloc avec des gars du rugby, faire du rugby, regarder le rugby à la télé, avoir des réunions avec des vidéos. On regardait justement les tactiques de l'équipe adverse ou notre match, notre performance ou autre. Et du coup, au bout d'un moment, j'en avais marre de regarder que du rugby. Donc oui, je suis amoureux du rugby. Oui, j'aime regarder les matchs de rugby. Oui, j'aime pratiquer le rugby. Mais maintenant, quand je peux faire autre chose, j'aime bien faire autre chose. Et il y a tellement de belles choses à faire aussi sur Terre que uniquement un seul sport. Même si c'est le plus beau du monde. Score final 24-12. Rouen s'est montré à la hauteur de ses ambitions et rentre dans l'histoire. Donc le 25 mai 2019, c'était le jour de la montée de Rouen Normandie Rugby en Pro D2. Un soir où on remplit le stade de foot, qui est maintenant un stade pour le foot et le rugby à Rouen, de plus de 8000 Normands. Et on gagne contre Albi. On avait perdu le match aller, les demi-finales aller, et on gagne les demi-finales retour de plus de 10 points ou 11 points. Il fallait qu'on rattrape 9 points pour monter, parce qu'on avait perdu de 9 points là-bas. Et en fait, c'était juste une joie, une fierté, j'étais en transe limite, parce qu'en fait, j'ai commencé le rugby à Rouen, j'ai joué dans d'autres clubs, mais j'ai quand même joué 16 années de ma vie à Rouen. Et en fait, j'ai progressé avec le club. On était en Fédéral 3, en Fédéral 2, en Fédéral 1. Là, on monte en Pro D2. Et en fait, c'était une grande fierté dans le sens où j'ai participé à l'évolution du club. Je suis sur le terrain quand le club monte en Pro D2. Une montée historique, c'était la première fois que le club montait en Pro D2. Il y a toute ma famille, les anciens joueurs, les anciens éducateurs, tous mes potes qui sont dans les tribunes et Fabien et moi, mon meilleur pote, qui lui aussi a fait quasiment toute sa carrière à Rouen, on était les enfants de la ville un peu et on monte en Pro D2. Donc une grande fierté, une grande satisfaction et j'étais très 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 content. On le sait, il y a toujours
la préparation de match, etc. Moi, en tant que supporter, quand il y a une grosse échéance, donc une finale, un dernier match crucial, etc., j'aimerais que le match il se joue à 10h du mat, tu vois. Je peux pas attendre toute la journée, c'est insupportable. Donc raconte-moi toi quand t'es de l'intérieur, comment tu fais pour vivre toute cette journée avant le match décisif, quoi. Le match devait être à 19h, je pense. On devait avoir rendez-vous à 15h au stade. Après, on est parti dans un hôtel pour être dans notre bulle avant d'aller rentrer au stade. Mais même déjà avant le rendez-vous de 15h, t'es là. Tu te lèves un peu tard, mais moi j'avais mon rituel avant chaque match. Je faisais un petit coup de ménage à la maison et je mettais la musique comme ça. Ça me permettait de me détendre et puis je faisais mon ménage hebdomadaire du coup. Mais après, je suis pas de nature très stressée, mais là pour le coup, je vais pas vous mentir. T'as un stress naturel supplémentaire qui se crée quand t'as une échéance comme ça. Et donc on envoie des messages. On reçoit les messages de soutien. Bah, chacun a une méthode différente pour évacuer son stress ou se mettre dans sa bulle. Moi, c'est la musique et dire beaucoup de bêtises, pour le coup. Et après, j'ai rejoint mon meilleur pote Fabien, parce qu'on faisait toujours la route ensemble. Fabien Vincent, je fais une petite dédicace. Et on est parti au stade ensemble. Ça va mon gros? Oui, et toi? Alors, t'as mangé quoi? Question basique, histoire de meubler et de se détendre, surtout. C'est surtout ça. Et puis tout doucement, on arrive au stade, il y a tous les copains, donc du coup, un peu de stress en plus, mais en même temps, il diminue légèrement parce qu'en fait, on est en sécurité, on est entre nous. Genre, il peut rien nous arriver, oui, une défaite, mais surtout, en fait, on est entre nous, on a tellement souffert aux entraînements, aux matchs, sous la pluie, la médiée. Le vent, la neige, enfin bref. Et donc du coup, c'est rassurant d'être ensemble. Et puis après, on prend le car pour faire à peine 5 kilomètres pour aller dans un hôtel en banlieue de Rouen. Et après, le premier discours du coach. Donc là, le stress commence à venir, mais en même temps, on doit être à 3 heures du coup d'envoi. Donc tranquille, on fait une petite collation entre nous, on joue au baby-foot, aux cartes, on fait des blagues, trucs basiques. Et puis après, bon les gars, il faut y aller. 1h30 du coup d'envoi, on arrive au stade, on enlève nos sacs, il y a tous les enfants qui font une aide d'honneur, avec les drapeaux. Donc ça c'est cool, mais tu dis ouais, pour les jeunes aussi, il faut absolument gagner pour leur donner éventuellement la possibilité d'avoir un club avec alors on se pose pas tout ça comme question, mais avec un statut professionnel, donc du coup plus de rémunération, plus de coach, tu te dis ben moi il y a 10 ans ou 15 ans j'étais à leur place, j'aimerais bien aussi leur faire briller ce soir, leur faire plaisir ce soir, et puis s'ils peuvent être dans un club professionnel, c'est encore mieux. Et en plus moi qui entraînais beaucoup les jeunes, donc du coup toujours je disais allez les poulets, c'est pour vous les poulets, vous êtes la relève. Et puis voilà. Mais oui, après t'es dans le vestiaire, donc les premiers straps vont se faire, les gars commencent un peu à faire leur routine, les buteurs se changent rapidement pour aller tirer quelques ballons, et moi en tant que pilier, juste à mettre mes crampons, protège-dents et serrer mon short pour pas que mon deuxième ligne me l'arrache lors d'une mêlée. Mais donc moi je traîne un peu, et je parle avec les bénévoles, je prends mes cafés, je rigole, je fais des blagues pour évacuer mon stress. et puis après, go, quoi. Ce jour-là, j'étais remplaçant. Mais c'est les 23 sur le terrain qui ont permis à cette réussite. T'es pas rentré? Oui, je suis rentré. Ah oui, madame, attention. Quand même. Je suis rentré. Et j'ai dû jouer 25 ou 30 minutes lors de ce match. Le match, beaucoup de tension parce que, comme je te disais tout à l'heure, on avait 9 points à rattraper pour gagner. Match un peu serré en première mi-temps. Je pense qu'on rentre à la mi-temps, on était à +4. Et ben en fait, il fallait en mettre encore. Donc on gagne. Et puis après, c'était la délivrance totale et un long week-end de fête pour fêter cette montée en Pro D2. Il y a la victoire collective, évidemment, parce que tu fais un sport collectif. Mais il y a aussi une victoire peut-être personnelle, individuelle, parce que malgré tout, vous êtes que des individualités. Exactement. Dans une équipe. Donc comment toi, tu le vis aussi sans parler même de ce que ça apporte à l'équipe, au club. Moi, une victoire aussi un peu personnelle parce que quelques années auparavant, j'étais dans un très beau club connu et reconnu en France, qui s'appelle le RCME, le Rugby Club Massy-Essonne. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en dernière année espoir et en fait, je n'avais pas le niveau pour eux pour me garder et jouer en Pro D2.
Donc, et chose qui était totalement vraie, je vais pas mentir. Et du coup, en fait, c'était une belle revanche personnelle parce que du coup, il y a 3-4 ans, mais je n'avais pas le niveau, mais maintenant, j'y suis. Donc, c'est cool, c'est cool. Après, fierté parce que j'étais pas le mec le plus assidu aussi aux entraînements, au physique, pas aux entraînements, au physique, à la musculation et autres, côté un peu laxiste de temps en temps. Et donc, du coup, il y a plusieurs personnes qui n'auraient jamais misé, ne serait-ce que 50 centimes sur ma personne. C'est pas grave. Mais j'ai rien lâché, j'ai continué, j'ai été dans un club où ils ont eu confiance en moi, ils m'ont mis en confiance et j'ai commencé aussi à rentrer dans les clous un peu. J'ai pu jouer 5 saisons en Pro D2, je suis content et voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence que tu arrives à Rouen et peut-être aussi pas ailleurs, tu vois? Pas à Paris. Peut-être les tentations. Les tentations, et puis après ici, il y a ma famille, il y a mes amis. Et oui, j'ai pris conscience que c'était mon travail, qu'il n'y avait pas que des droits, mais il y a aussi des obligations. Et puis voilà. Et puis après, j'ai pris confiance en moi. J'ai vu mon corps aussi évoluer en allant à la musculation. Donc du coup, pas si mal le mec là-bas. Non, je rigole. Et puis voilà. Il se regarde dans le miroir et beau gosse, hein. J'ai pris confiance en moi et j'ai compris que j'étais utile et que l'équipe avait besoin de moi et qu'il fallait que je sois aussi réglo envers l'équipe. Et qu'est-ce que cette victoire, elle change dans ta carrière pour la suite, que ce soit pour toi ou pour l'équipe aussi, parce que du coup, t'es forcément dans une équipe. Cette victoire, qu'est-ce qu'elle change? Elle change beaucoup de choses parce qu'en fait, jusqu'à présent, on était en Fédéral 1, Fédéral 1 plus élite, mais ça reste quand même la 3e division du rugby français. Mais c'est géré par la Fédération française de rugby. Que là, on montait en Pro D2. Pro D2, c'est une ligue professionnelle, donc c'est géré par la LNR, Ligue nationale de rugby. Donc du coup, t'as un contrat pro, même si j'en avais déjà un avant, mais avant c'était plus un semi-pro. Là, t'as un contrat pro avec d'autres rémunérations, et puis ça reste la Pro D2. La Pro D2, on en parle un peu moins que le top 14, mais en gros, c'est la Ligue 2, quoi. Ligue 2, Ligue 1. Tant que t'es pas en pro, t'es pas pro. Et là, du coup, tu passes réellement pro. La rage, quand je n'étais pas pris dans le groupe, dans le sens où il y a une sélection tous les week-ends. Ouais, quand t'étais pas sur la et quand je suis en groupe, oui, voilà. Donc ça, il y a la rage. Tu comprenais la non-sélection ou c'était aussi un peu d'incompréhension? Je comprenais parce qu'avec mon coach, on était assez dans la communication. Il fallait que je travaille un peu plus pour l'être. Et après, les piliers, pour le coup, il y a un gros turnover parce que c'est un poste où il y a beaucoup de dépenses énergétiques tous les week-ends. Surtout l'hiver quand il y a des mêlées parce que les gens ils ont du mal à attraper les ballons avec la pluie. Et c'est pas grave. Mais oui voilà, donc il y avait un turnover assez régulier sur ce poste et en fait on est des compétiteurs donc on veut jouer, on veut pas rester à la maison regarder le match ou être dans les loges pour serrer les mains aux partenaires, chose que j'ai pu faire de temps en temps, mais je préfère surtout jouer. Donc la rage quand j'étais pas dans la feuille de match. L'excitation, toujours avant un match. L'excitation avant un match, surtout en phase finale. Parce que cette excitation est décuplée. Mais l'excitation avant un match, tout simplement parce que t'as qu'une envie, c'est que le coup de sifflet soit lancé, quoi. Tu trépignes, t'es limite impatient et t'es excité, mais en même temps, ça sert à rien de dépenser ton énergie parce que t'es pas encore sur le terrain. Et quand tu passes cette ligne et que l'arbitre, il donne le coup de sifflet... le coup d'envoi du match et go. Ça y est. Est-ce que t'avais les frissons quand il y avait l'entrée des joueurs ou ce genre de moment un peu symbolique quand on est en tribune et quand on est sur le terrain, je sais pas trop. Quand t'entends cette musique, tu vois, c'est bon, c'est maintenant quoi, tu vois, c'est concret, c'est là quoi. Ouais. Go. Et c'est aussi vrai pour les supporters que pour les joueurs en fait. Même les joueurs au bout d'un moment tu n'entends même plus cette musique tellement que tu l'as entendue et que t'es dans ta bulle, t'es dans ton match. Mais cette musique, surtout quand tu quittes ce milieu pro, ton inconscient se rappelle que en fait quand t'entends cette musique t'es dans le couloir pour aller sur le terrain. Ouais. La peur, oui, la peur de la blessure, la peur de ne plus être dans le coup, la peur d'être oublié parce que
c'est vrai que quand tu fais du rugby à haut niveau ou n'importe quel sport dans une division professionnelle, mais on est adulé, que ce soit par les médias, par les supporters, les partenaires, les gens dans la rue, oh salut, oh, non, Jérémy Clamidro, mais oui, c'est qui, bonjour. Donc tu vois, il y a tous ces trucs-là. J'ai pas eu de grosses blessures, donc ça c'est cool. Cette peur, elle se contrôle, et puis cette peur peut aussi se transformer en joie, en plaisir, et parfois c'est un mal pour un bien, donc parfois elle permet aussi de rebondir sur de belles choses. La peur aussi de ne pas savoir faire autre chose que du rugby, par exemple. Ça t'est arrivé d'avoir des moments justement dans ta carrière où tu sens que le niveau il est pas comme tu avais pu l'avoir à une période et que c'est difficile de revenir? Bah déjà, en progressant de niveau tous les ans, bah, le niveau est plus dur et plus exigeant. Toi, tu vieillis, donc tu fatigues aussi un peu, sachant que en tant que bon épicurien, bah, j'ai pas forcément toujours été à l'eau et au thé. Enfin, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais enfin, voilà, il y a toujours des questions qu'on se pose. Après, si on fait les choses correctement, ça va mieux. Quand on est bien encadré aussi, ça va mieux. Tu dis que t'as pas mal fait la fête quand tu... Non, ça, c'est mon entraîneur qui le dit. Ah, bah. Disons que t'as continué de profiter de la vie. J'ai profité. C'est compatible? Non, ce n'est pas compatible. Voilà, si c'est fait une fois tous les 2-3 mois, ça peut l'être. Mais si c'est fait tous les week-ends, c'est pas compatible. Donc, buvez avec modération et mettez-vous à la ceinture. Je te posais pas la question pour que tu nous fasses une leçon de morale. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en fait, quand on est jeune, il y a un peu cette notoriété qui arrive, un peu ces premiers euros qui arrivent, et on se sent un peu les rois du pétrole, alors qu'on n'a rien du tout, on n'a rien à faire, et on a tout à faire, justement. Et donc, parfois, on oublie un peu notre objectif, et on est plus en mode, je profite sur le moment. Et ce que j'aime bien dire aux jeunes, c'est continue à te surpasser, là, pour t'entraîner, pour devenir meilleur, pour préparer ton corps. Et plus tard, quand tu voudras, tu pourras faire la fête, et tu auras l'argent pour faire la fête. Et ce sera pas dans la petite boîte du centre-ville que tu iras faire la fête. Tu partiras 4 jours à Ibiza, à Mykonos, aux États-Unis, et là, pour le coup, tu pourras faire la fête, et tu vas voir que bah, ce sera aussi cool et différent, mais tu feras la fête et tu compteras pas tes euros. Et puis, voilà. Donc c'est un petit conseil que je ne suis pas appliqué, mais que je donne à ceux qui veulent bien entendre. Dans ton parcours, et c'est aussi pour ça qu'on se voit aujourd'hui, toi, t'as ouvertement parlé de ton homosexualité. En tout cas, t'as été le premier rugbyman français professionnel à le faire. T'as témoigné dans un docu-canal qui s'appelle « Il faut qu'on parle », aux côtés de 5 autres athlètes tricolores. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, ton coming out dans le rugby ? Mon coming out dans le rugby, donc il s'est fait en plusieurs fois. La première fois, en 2 fois, on va dire. La première, c'était dans tous mes clubs où j'étais licencié, donc que ce soit à Massy, Rouen ou Racing, où j'ai pu dire aux gars que j'étais bi dans un premier temps parce que je m'assumais pas encore totalement. Et après chaque chose en son temps. Exactement, c'est ça. Et en fait, du coup, bah là, je disais à mes camarades, à mes coéquipiers, bon après, il y a un peu de bruit de couloir. Vu que les garçons sont pires que les filles, je vous assure, ils sont bavards. Donc voilà, ça s'est un peu su à droite à gauche, mais bon après, le milieu du rugby est un milieu très petit, donc il suffit qu'il y ait un mec qui joue dans ton club cette année, qui va dans un autre club, ou inversement, un mec d'un autre club qui vient dans ton club et qui le week-end il rentre chez lui. Donc, ouais, ça se dit, ça se parle. Exactement. Mais c'est resté vraiment à une échelle assez petite échelle. Et après, en juin 2021, il y a le documentaire Faut qu'on parle qui sort justement, c'était énorme. Ils l'ont diffusé en deuxième partie de soirée un samedi. Et en fait, en première partie de soirée, c'était une demi-finale du top 14. Je me rappelle très bien Astrid Barth, une présentatrice Canal, informe les téléspectateurs de la demi-finale, avant la demi-finale, lors de la pub et après le match, qu'il y aura un documentaire exclusif, parce que c'était documentaire Canal, c'était la première diffusion. Ah, et puis en plus, faut dire que dans les athlètes qui témoignent, il y en a, on les a jamais entendus parler sur ce sujet, quoi. Donc... Ah non, mais oui, mais c'était la première fois, mais c'était une des clauses aussi du documentaire pour que ça fasse un peu cet effet. Si c'est la première fois que t'en parles, tu peux être dans le documentaire. Ouais. Et du coup, en fait, on est 6, que des professionnels. Je suis le sportif le moins titré que les autres. Donc, je vous invite à aller regarder le documentaire. Et en fait, moi, j'ai accepté de faire ce documentaire pour la force du collectif, dans le sens où on était 6. Donc, j'allais pas être le rugbyman gay,
français, c'était vraiment la force collective. Mais vraiment, ce qui était cool, c'est que voilà, il y a eu des vidéos teasing qui ont été diffusées avant la demi-finale et Astrid Barth qui disait oui, restez. Et là, dès que le documentaire a commencé, message. Ah, mais c'est Jérémy, j'ai reconnu ta voix. Oh, énorme, sur Canal. Ouais, c'est vraiment très beau documentaire et Ça a été bien accueilli. Ouais, ça a été bien accueilli parce que après, quand j'ai commencé à jouer l'année d'après, ben en fait sur les terrains à Rouen, donc les adversaires quand ils venaient jouer à Rouen, ils me checkaient, ils me saluaient, que ce soit les entraîneurs, les staffs. Et ça c'est vraiment cool. À l'extérieur, les supporters, pas discrets, vous étiez pas du tout discrets. Ah, c'est lui le mec de Canal, ah, c'est lui le PD, ah, c'est lui le gay. Mais bon, rien de méchant. Certains ont eu le courage et l'intelligence de venir me saluer, me remercier ou me féliciter sans forcément me montrer du doigt ou en essayant d'être discret. Mais c'est pas grave, c'est du passé. Et beaucoup de soutien de la part du rugby français. Donc merci beaucoup messieurs dames parce que c'est ce que j'attendais. Pourquoi tu sens à ce moment-là que c'est nécessaire de le faire? Nécessaire de le faire, moi, parce que je voulais faire passer un message à mon père, que j'avais pas eu le courage de lui dire encore entre quatre yeux. Plus jeune, je n'avais pas de sportif gay qui puisait noir et rugbyman. Donc du coup, je m'identifiais à personne. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire pour cette nouvelle génération, pour le petit Jérémy qui peut être dans une cité ou dans un beau quartier à Rouen ou de Suisse ou de Navarre. Je sais pas, mais voilà, le faire pour la nouvelle génération. Dans le reportage, tu dis que t'as pas eu le courage encore de le dire à ton père et qu'il va le découvrir en visionnant en direct avec toi et ta maman le soir même. Comment ça se passe? Eh ben, ça s'est pas passé le samedi parce que le samedi, on faisait l'anniversaire de ma nièce chez moi. Avant, j'avais une très belle maison. Enfin, le dimanche, pardon, on mange les restes chez mes parents. Et du coup, je décide de lui montrer à ce moment-là. À savoir que le dimanche, c'était la fête des pères. Allez, bonne fête. Bonne fête, papa. Je lui offre une petite bouteille de whisky japonais, toujours à consommer avec modération, bien sûr. Et je sers un verre, je m'en sers un aussi parce que j'avais un peu la gorge nouée, je pense, c'est sûr. Je dis à mon père, mais voilà, papa, j'avais dit, je faisais un documentaire avec Canal+, parce que ça faisait plus de 10 ans que j'étais licencié dans ce club-là. Et en fait, j'ai noyé le poisson dans l'eau, sorti une vieille connerie. Je mets le documentaire, je lui dis, ça dure 1 heure. Si tu veux, on parle après, on parlera plus tard. Et il regarde le documentaire, il boit 3 verres de whisky, et toujours avec modération. Et à la fin du documentaire, il m'a dit qu'il le savait. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit que j'espérais que tu me le dises un jour parce que je n'allais pas aborder ce sujet-là avec toi. Mais tu restes mon fils et continue à faire du rugby, à t'engager, à faire les choses. Donc moi, je suis très content, très fier. Parce que du coup, mon père m'a prouvé que l'homophobie ne doit pas être plus fort que l'amour qu'on a pour un enfant. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des parents encore trop injustement qui font des enfants et qui les mettent à la porte après l'annonce de leur homosexualité. C'est dommage. Surtout qu'il y a des associations comme le Refuge qui existent pour recueillir ces enfants et autres. C'est très dur parce que les parents, vous êtes nos premiers remparts, vous êtes nos phares. Vous êtes nos modèles, donc c'est très compliqué et destructeur quand vous mettez un enfant à la rue. Peu importe la religion, niveau social ou autre, ça reste votre enfant, donc voilà. C'est le plus dur que tout quand on fait cette annonce-là. C'est plus facile de l'annoncer à ses coéquipiers, c'est plus facile de le vivre au sein de son club que de l'annoncer à ses parents. Moi, mes parents étaient les derniers à le savoir. J'avais déjà dit à mes frères et sœurs, j'avais déjà dit à tout le rugby français dans tous les clubs où j'ai pu jouer. Et oui, en fait, on veut pas les décevoir. On a peur de leur jugement, même si il y a des parents qui sont plus ouverts que d'autres extérieurement. Mais bizarrement, quand ça appartient à leur fils, quand on parle de leur fils, de leur enfant, il y en a qui sont un peu plus fermés. Donc c'est dommage. Mais oui, voilà. Tu nous en parles comme si ça s'était bien passé, et peut-être que c'est le cas, et tant mieux. Ouais. Mais comme je l'ai dit en introduction, l'actualité nous montre quand même que c'est pas toujours tout beau, tout rose. L'homophobie, etc., il y en a quand même encore partout. Enfin, est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes dans des clubs ou avec des coéquipiers qui voulaient pas jouer avec toi? Alors non, les coéquipiers qui voulaient pas jouer avec moi, ça a été très vite parce que alors j'ai fait de deux manières. Soit en début d'année, quand il y avait une table ronde pour se présenter, nom, prénom, âge, quel poste, combien de temps que tu joues au rugby ou à Rouen. Et ben parfois moi je disais voilà, moi c'est Jérémy Clamédrou, je suis homosexuel et ça fait 15 ans que je suis au club. Comme ça, boum, il y a pas de barrière, je prise la glace. Ça j'ai pu le faire plusieurs fois.
Ou sinon, je le disais pas. Donc, c'est les gars qui le disaient à ma place. Mais en fait, le fait de ne pas le dire, mais en fait, les gars, ils apprenaient à me connaître. Et il y avait du coup une amitié qui se faisait au fur et à mesure. Et du coup, en fait, gay ou pas gay, c'est mon pote, il n'y a pas de problème. Et en fait, les gars, j'ai toujours demandé de me respecter. J'ai toujours respecté. Et du coup, ma sexualité n'était pas un problème parce que on est là pour faire du rugby. Comme j'ai souvent vulgairement parlant, on n'est pas dans une backroom. On n'est pas là pour se reproduire, on n'est pas dans un club échangiste, on est là pour faire du rugby. Donc oui, après le rugby, après avoir sué dans la boue ou pas, eh ben on passe à la douche. À la douche, on y va pour se laver. Je suis pas là pour mater des culs parce que les mecs, je les vois tous les jours, c'est mes collègues. Donc voilà, je mange pas ou, enfin, tu as compris la phrase. Je sépare les deux. Et puis, et grâce à ce comportement-là aussi, j'ai gagné le respect de tout le monde. Et c'est normal parce qu'en fait, certes, je suis homo, certes, je travaille avec des garçons, mais je suis pas là pour faire un film. Érotique ou pornographique. Enfin voilà, on est là pour jouer au rugby. Et donc il y a jamais eu de problème. Et par contre, pour répondre à ta question, excuse-moi, après le documentaire, ce qui m'a le plus chagriné, c'était ce côté un peu médiatique que j'ai pu avoir. Et en gros, donc j'étais souvent invité dans pas mal de représentations parce que du coup, le premier du rugby, donc du coup, il faut le Là, protéger. tu deviens l'étendard, hein, en vrai. Il faut être l'étendard et il faut qu'il soit vu. Il faut qu'on montre que dans notre sport, on est en avance par rapport au foot ou autre, tout ça. Donc, alors j'avais dîné avec Macron, avec des ministres, avec les présidents de clubs, d'associations, de World Rugby, parce qu'il y avait la Coupe du Monde aussi, invité avec les partenaires de la Fédération française de rugby ou de la Ligue nationale de rugby et aller voir des représentations. Et en fait, mes potes, ils nous ont dit, mais en fait, Jérémy, tu fais la star, t'es jamais là, il est là, Bah oui. toujours barré à droite à gauche. Et en plus de ça, ces mêmes potes, souvent, je les invitais parce que moi, je demandais des plus un ou plus deux. Je les faisais croquer à certaines manifestations, mais en fait, voilà. C'est du coup avoir cette réflexion, tu fais la star. Et moi, au bout d'un moment, ça m'a très peiné. Et même une fois, je le dis dans une interview, vous dites que je fais la star parce que je dis à la France entière que je suis débile, vous avez qu'à faire la même chose. Donc, pardon du vocabulaire, c'est encore une fois très, très, très familier comme discours, mais c'est exactement ce que je leur ai dit. Et à partir de ce moment-là, je suis redevenu Jérémy Clamidrou, le pote du rugby qui se prend pas la tête et qui n'est pas du tout une star. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était un peu compliqué parce que moi, j'ai mis aucune distance envers personne. J'ai jamais été un top 14 ou champion de Pro D2. J'étais dans un club de Rouen qui est redescendu en plus. J'étais pas forcément le titulaire contestable. Et du coup, quand on m'associe à ça, ça m'avait un peu peiné. Oui, puis aussi, du coup, plein de gens se mettent à connaître ton nom, alors qu'avant, ils savaient même pas, peut-être que le club de Rouen, tu vois, existait. Enfin. J'ai eu la possibilité de prendre la parole et je le fais pas trop mal, je pense, mais surtout, ça me dérange pas de le faire. Et surtout, je le fais pour sauver des vies ou pour aider des jeunes. Quand je vais dans des conférences, quand je fais des animations auprès des collégiens ou des lycéens, je parle souvent d'un petit Lucas là, qui malheureusement s'est donné la mort dans les Vosges à Épinal il y a 3 ans maintenant, presque 3 ans, à cause du harcèlement et de la discrimination qu'il subissait via sa singularité dans le sens où il est homosexuel. Et à l'école, il a subi beaucoup de moqueries, beaucoup d'insultes, d'harcèlement et autres. Et un jour, tout simplement, il demande à la prof d'aller aux toilettes. Et il revient pas. Et il est où Lucas? Lucas, il est décédé. Lucas, il est mort. Lucas, il s'est jeté. Et pour éviter ce genre de choses, je continue à prendre la parole pour faire prendre conscience aux gens qu'en fait, il n'y a aucun problème, tout va bien, c'est juste de l'amour. Donc, laissez-nous tranquilles. Et vous, si vous avez que de la haine, faites d'autres choses, mais arrêtez de casser du PD, arrêtez d'harceler les gens. Et surtout, apprenez peut-être à prendre sur la singularité de chacun, parce que souvent, ce qui gêne, c'est la différence de l'autre. Et si on apprend un peu plus à se connaître, ou à connaître l'autre, il y aura un peu moins de différence, il y aura un peu moins de problèmes, et moins de guerre et moins d'agression. Enfin. Qu'est-ce que, comme je disais, là, l'actualité, elle est chargée en termes d'homophobie ces derniers jours. Qu'est-ce que tu dirais, t'aimerais dire à ces joueurs de foot là qui ont refusé de porter le maillot, alors que finalement, c'est qu'un petit espace sur le bras avec le drapeau. Mais ces joueurs de foot là, vous êtes payés pour jouer au foot, que vous soyez torse nu, topless, quand vous gagnez là, vous faites tourner votre t-shirt. Ils prennent un carton. Hein. Bon, que vous soyez en t-shirt blanc, rouge, noir ou rose ou arc-en-ciel, vous êtes payés pour jouer au foot. Dans votre contrat, vous devez répondre à toutes les manifestations de votre club. Vous êtes très très largement bien payés. Ça se dit?
Oui. Grassement payé. Grassement payé, ouais. Même plus gras que moi, vous êtes payé. Vous êtes très grassement payé et vous êtes là pour jouer au foot. Donc, quand il y a un truc Ben Click, ça vous dérange pas. Quand il y a un truc Henken ou une marque d'alcool, ça vous dérange pas. Et là, quand c'est l'homophobie, l'homosexualité, ça vous dérange. Donc, posez-vous les bonnes questions parce que me donner une information comme quoi, par rapport à mes croyances religieuses, au bout d'un moment, pas de jeu d'argent, pas de jeu d'alcool. Donc, la croyance religieuse, elle a le dos large. Juste, messieurs, s'il vous plaît, vous êtes là pour jouer au foot, vous êtes des exemples. Donc, donnez l'exemple aux jeunes. Ne leur donnez pas l'exemple d'être homophobe. Donnez l'exemple aux jeunes de jouer au ballon, jouer au foot. Soyez des hommes respectueux et impliqués dans votre sport et essayez de tout faire pour changer l'image de votre sport parce que vous avez un sport très populaire, un beau sport et vous devez tout faire pour que ce sport reste beau. On va rester encore un peu dans l'extra sportif. Toi, donc, tu es ambassadeur pour les Eurogames, qui est un événement multisport, inclusif, LGBTQIA+, friendly, tout ce qu'on aime, qui aura lieu fin juillet à Lyon. Pourquoi est-ce que tu as accepté cette mission ? Mais j'ai accepté cette mission simplement parce que ça va être un tournoi sportif, comme tu l'as dit. Ça va être aussi un moment de fête. Ça va être un moment qui va être à Lyon, donc en France. Moi, en tant que... Après Rouen. Non, j'avoue, avec les deux fleuves, non, c'est une très belle ville. C'est une très belle ville, Lyon. Pour plein de choses, pour les valeurs que je partage avec ce tournoi, les Eurogames, pour aller encourager les participants, pour plein de choses, pour les valeurs. Tu vas être là pour faire la fête et profiter du sport et de cet événement-là, quoi. Exactement, pour en faire la fête, pour profiter du sport, pour encourager, pour découvrir aussi d'autres personnes que je ne connais pas qui font partie de clubs inclusifs, parce qu'il y a beaucoup de clubs inclusifs qui se créent partout en France et en Europe et dans le monde, parce que malheureusement, une fois de plus, les gens sont un peu trop homophobes et c'est dommage. Donc, passer un moment inclusif, festif et sous le soleil de Lyon. Moi, je l'espère. Moi aussi. Ça ressemble à quoi la suite pour toi ? Tu nous as dit que tu avais mis un terme à ta carrière. Et oui, le clap de fin. Voilà. Alors, je commence un contrat là prochainement pour la société Alma SAS, un groupement de 7 entreprises qui propose des solutions d'hygiène, de maintenance et de sécurité pour les entreprises, donc que du B2B. Et je vais être ingénieur commercial pour cette entreprise. Donc vraiment très très loin des terrains. Très très loin des terrains. Je passe un CQP prochainement en chimie. Voilà, il faut savoir que j'ai fait 2 écoles de commerce, Neoma et Kedge. Kedge, j'ai fait un bachelor vin et spiritueux. Je change totalement. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être cool. Quand on s'arrête dans le sport de haut niveau, généralement, il y a une partie des sportifs et des sportives qui restent dans le sport, qui entraînent, qui vont faire peut-être dans des marques qui travaillent dans le milieu du sport, etc. Ouais. Toi, t'en avais pas envie? Alors moi, dans un premier temps, je vais me faire un break, broken. Et après, peut-être que dans 3 mois, 6 mois ou l'année prochaine, peut-être que je prendrai une licence dans un petit club, peut-être que j'entraînerai une équipe féminine ou masculine. Dans un premier temps, une petite pause. Profiter de mon premier été sans préparation physique depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Même si je sais pas le meilleur en préparation physique, je vais pas vous mentir. Malgré tout, tu devais le faire. Donc... Mais voilà, il fallait être présent. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'en ai 34, je n'ai jamais eu un été entier pour moi, pour dormir, pour aller en vacances, pour chiller, enfin, non. Donc là, pour le coup, je commence le boulot fin août, donc 18 août, pardon, donc là, je suis tranquille jusqu'à là. Quand une sportive arrête sa carrière, elle a toujours droit à une question sur sa maternité. Ouais. Toi, tu n'as pas d'ovaire, malgré tout. Je vais quand même te poser la question. Attention. Est-ce que dans tes projets aussi et dans les raisons peut-être aussi qui font que t'arrêtes, il y a ce désir de fonder une famille et de voir au-delà du sport en fait? Exactement. Il y a ce désir. Alors c'est pas le bon mot. Il y a cette question qui émerge de plus en plus dans ma tête et celui de mon compagnon, c'est d'être papa, l'adoption, mère porteuse, il y a plusieurs possibilités. Mais avant ça, il y a d'autres choses qu'il faut que je case, même si c'est pas forcément une obligation d'être propriétaire pour être papa. Il y en a plein qui sont locataires et qui sont parents, pour les hétéros, je parle.
Mais voilà, moi, dans un premier temps, c'est réussir ma reconversion correctement, m'acheter mon petit bien tranquillou, où on sera plus heureux avec Clément, parce que là, on est dans un super appartement à Rouen, mais il me manque un peu de surface, et donc, du coup, voilà, on va se prendre notre truc à nous prochainement. Et puis après, une fois que ça s'est lancé, bah là, pour le coup, oui, très vite, ça s'enchaînera. Question de la parentalité. Et après, si on ne devient pas père et père, on sera des super tontons ou des super tatis. C'est voilà. Vous qui choisirez. Voilà. Mais oui, pour le coup, il n'y a aucune obligation, mais c'est vrai que ça change une vie. Et puis peut-être que moi, ce serait bien d'avoir un petit bébé à la maison plutôt qu'un chat. J'ai encore 2 petites questions pour toi, les 2 dernières. Si tu pouvais changer de vie avec un athlète, quel qu'il soit, le temps d'une journée, ce serait qui et pourquoi? Je vais être chauvin, et c'est un monsieur que je respecte, que j'admire énormément. Pour le coup, les gens ils vont dire, franchement, c'est pas foulé. Mais je vais dire monsieur Antoine Dupont. Ah. Pour beaucoup de choses. C'est un mec qui a un mental d'acier, très bon dans son sport, un bon capitaine. J'espère qu'il va vite revenir parce qu'il est blessé. Mais surtout, il a aussi pris la parole sur un sujet que je défends, que je porte depuis quelques années. Donc voilà. Merci monsieur Dupont, Antoine. Et ça, c'est mon petit côté homosexuel qui parle, même si on n'est pas tous métrosexuels, mais il a aussi un petit faible pour la haute couture, pour les bonnes marques, les beaux vêtements. Donc du coup... Bon, ces vêtements n'iraient pas à ma taille, mais... mais ouais, non, franchement... Ouais, il aime la mode, hein. Ouais, il aime la mode. À qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que nous, là, dans le podcast, dans Tribune et Podium? À Dimitri. Pavadé. Le petit clin d'œil à Dimitri. Ouais. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un para-athlète qui a fait son coming out cet été lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. Un immense merci pour ton témoignage, c'était trop intéressant. J'espère qu'on a fait le tour de tous les sujets que tu voulais aborder. On a fait le tour de tous les sujets, et puis je vous invite à me suivre sur mes réseaux et pour voir tout ce que j'ai pu faire comme vidéo, parce que j'ai donné quelques exemples, mais tu m'as dit que tu allais les mettre en légende. Je mettrai aussi en description de l'épisode, bien Nickel. sûr. Et merci de partager ce podcast parce qu'il est très bien et il est d'utilité sociale. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!